puis je vous partage mon écran. Voilà. Ok. Voilà. Alors juste un petit coup d'œil au chat. C'est noir et on n'entend rien. Et maintenant tu entends Gada là? Donc je vais mettre sur YouTube la vidéo de ce qu'on va faire maintenant là. Oui mais quoi? Oui mais non. C'est pas bien clair ce que tu dis. Sur YouTube. Je vais mettre la vidéo sur YouTube, ouais. Et tu verras, je vais te l'envoyer par mail de toute façon le lien. Allez, je démarre. Je démarre la séance là. On commence par les corrections d'exercices 16 et 26. Dans ce chapitre, on a vu qu'il y avait trois types d'énergie, l'énergie cinétique, l'énergie potentielle de pesanteur et la somme des deux qu'on appelle l'énergie mécanique. Cette énergie, si le système est isolé, elle se conserve, sinon elle peut diminuer ou augmenter. Pour diminuer ou augmenter, elle fait ce qu'on appelle des transferts d'énergie avec l'extérieur. Et parmi tous les transferts d'énergie qui peuvent se produire, il y en a un qui s'appelle le transfert mécanique. Donc sous l'effet d'une force, on peut transférer à un système de l'énergie, Donc ce transfert il peut être positif ou négatif, c'est ce qu'on appelle des travaux qui sont mécaniques ou travaux résistants. Donc une force, quand elle transfère de l'énergie à un système, on dit qu'elle exerce un travail. Et donc ce travail, transfert mécanique, il peut être moteur ou résistant, suivant s'il apporte de l'énergie au système ou s'il lui en retire. Donc tout ça, c'est pour résumer oralement un petit peu ce qu'on a fait. Après, en fonction des forces, l'expression de ce travail, c'est-à-dire de ce transfert d'énergie, va pas être tout à fait le même en fonction des forces. De toute façon, l'expression du travail, c'est toujours de façon générale la même. C'est la force fois le déplacement AB fois le cosinus de l'angle qui sépare la force et le déplacement. Alors, justement, on y vient dans un cas général dans l'exercice 16 où on a l'application du travail d'une force qui exerce une force pour faire un déplacement d'un système d'un point A vers un point B. Donc, histoire d'être bien clair ici, le système, c'est le traîneau. Hein, ça, c'est mon système. Donc, le traîneau qui va se déplacer du point A. Donc, le but, c'est de le déplacer du point A jusqu'au point B. Il y a un attelage. On ne sait pas qui tire, mais il y a un attelage. C'est-à-dire une corde qui tire la luge. Et cette corde, elle forme un angle avec l'horizontale, un angle de 10 degrés qu'on voit ici. La force que l'on supposera constante que exerce l'attelage sur le traîneau, c'est de 200 newtons. Alors si je devais représenter la force sur ce schéma, la force elle partirait du point d'accroche ici, et puis elle serait dirigée dans l'axe du câble. J'arrive pas à le dessiner comme il faut. Voilà, la force, c'est très vilain ce que je viens de faire, mais la force elle est comme ça. Alors que le déplacement AB, le vecteur AB, lui, il va de A vers B et il est à l'horizontale. On demande de calculer le travail de la force de traction. Mais parallèlement à ça, il y a cette force de traction, donc grand F. Il existe une force de frottement ce sont les frottements de la glace en fait, hein, avec l'air éventuellement, mais essentiellement c'est la glace ici parce que ça va pas très vite une luge. C'est la glace qui exerce des frottements. Et ces frottements, ils s'exercent à peu près au centre de la surface de contact ici. Et les frottements, ils sont toujours opposés au mouvement. Donc, c'est de direction AB, mais en sens opposé. Donc, c'est opposé au mouvement. La force de frottement petit f, elle est comme ça. Ça, c'est petit f. Donc, ça, c'est pour se représenter mentalement les forces. Alors, d'abord le travail de la force de traction et ensuite le travail de la force de frottement lors du déplacement. Et puis on dira tout le temps si c'est moteur ou résistant. Donc c'est une application directe du cours, c'est assez simple. Je commence par du travail de la force de traction, la force en rouge ici. Alors, par définition, le travail d'une force, quelle que soit la force, hein, ça c'est toujours valable, c'est le produit scalaire des deux vecteurs, vecteur force, produit scalaire, vecteur déplacement, AB. Mais comme vous n'êtes pas très à l'aise avec le produit scalaire, on peut le résumer
au produit de la norme de F fois la norme de AB, donc ce sont des valeurs positives hein, pour F et pour AB, fois le cosinus de l'angle qui sépare les deux. Et c'est dans le cosinus qu'il pourra y avoir un signe moins éventuellement ou plus, suivant la valeur de l'angle. Et je répète que si l'angle ici, avec lequel on tire, il est supérieur à 90, en fait on tire un peu en arrière. Donc on va avoir un cosinus qui sera négatif, ce qui fait qu'on aura un travail négatif. Au lieu de donner de l'énergie au système, on va lui en retirer. Ça va être un travail résistant. Bon, on va voir ça. Donc ici, je dois faire l'application numérique directe du cours. J'ai toutes les valeurs, donc c'est super simple, c'est immédiat. F vaut 200 newtons. AB, il est noté où il vaut 350 mètres, ici. Et cosinus θ, θ c'est 10 degrés. Donc j'applique simplement avec les valeurs de l'énoncé. Je fais le calcul et j'obtiens 6,9 fois 10 puissance 4 joules. Donc la force F, grand F, exerce enfin, un travail qui va apporter 69 000 joules au système. Voilà, c'est tout ce qu'on peut dire. Maintenant, la force de frottement, donc il faut qu'il calcule son travail. L'expression générale, c'est celle-là, avec petit f, puisque c'est petit f, la force de frottement. Mais on a vu dans le cours, et ici on peut, même sans avoir appris le cours, le comprendre, si je veux réexpliquer les choses, c'est que l'angle qui existe entre cette force verte et AB, l'angle il vaut 180 degrés, c'est cet angle-là. Puisque AB est vers la droite, alors que petit f est vers la gauche. Donc là, j'ai 180 degrés. Et on avait dit que cosinus de 180 degrés, ça fait moins 1. Donc dans cette expression-là, petit f fois AB fois cosinus de 180, ça fait moins 1. Donc directement, on peut dire que ça fait moins f fois le déplacement L. Donc ça, c'est ce qu'on avait mis dans le cours, de toute façon. Une force de frottement, son travail, c'est toujours moins la norme de la force de frottement fois le déplacement. Là, il n'y a pas besoin de chercher plus loin. J'ai réexpliqué pourquoi il y avait un moins, parce qu'il y a un angle de 180 degrés. Alors, petit f, ici, il vaut 170 newtons. L, c'est toujours 350. Et donc, j'obtiens 60 000 joules, mais qui ont été retirés au système. Donc, d'un côté, la force d'attelage, elle a donné 69 000 joules, et de l'autre côté, la force de frottement, elle en a retiré 60 000 joules. Donc finalement, dans l'ensemble, le système, il a bénéficié que de 0,9 10 puissance 4 joules. Donc voilà la correction de l'exercice 16. J'insiste pas plus que ça. Si vous avez des questions, posez-les maintenant. Sinon, je vous passe à l'exercice d'après. Est-ce que c'est bon ? Votre vidéo sur YouTube, elle marche pas, on n'entend rien et il y a un fond noir. C'est normal. Alors Gada, je l'ai expliqué, ça c'était la vidéo par rapport au cours. Effectivement, j'avais pas réussi à la faire comme il faut, mais les autres, elles marchent. Bon, vous avez compris pour le premier exercice ? Alors je passe au 26, qui est bien plus compliqué. Alors le 26, il porte sur la notion de mesure du temps grâce à un système de pendule. On avait vu un pendule dans un TP qu'on a fait virtuellement. Donc un pendule, c'est un système qui oscille, c'est une petite masse suspendue à un fil qui se balance comme ça. Et on connaît, avec certaines théories, on connaît avec quelle période, avec quelle périodicité ça oscille. Et là, on nous donne les formules. Donc, avant l'invention du GPS, les marins, pour connaître leur longitude, ils utilisaient deux choses, c'est-à-dire qu'ils avaient deux moyens de mesurer l'heure. Ils avaient un pendule, donc c'était leur pendule à eux qu'ils avaient embarqué, comme une montre pour nous. Et puis également, ils avaient un panneau solaire, c'est-à-dire qu'ils pouvaient mesurer l'heure en fonction du soleil. Mais vous savez tous que quand vous vous décalez sur Terre le long des longitudes, il y a un décalage horaire, ce qui fait que l'heure solaire n'est plus la même que l'heure du pendule que vous aviez réglé initialement à un endroit donné. Ce pendule, il était réglé sur le méridien de Greenwich, c'est-à-dire la zone, la longitude
à laquelle on est, nous, à peu près. Ça passe en Angleterre, en fait. Et donc, en mesurant le décalage solaire par rapport à cette horloge, ils pouvaient en déduire à quelle longitude ils étaient. Alors, un petit point sur les longitudes quand même, histoire de rappeler ce que c'est qu'une longitude, parce que c'est peut-être pas clair pour tout le monde. Une longitude, si je devais le dessiner, puis je vais l'effacer après, ça serait une longitude là que je dessine, mais ici, ce serait une autre longitude. Ça épouse la forme de la Terre, donc c'est courbe. Hein. Mince. Ça, ce serait une autre longitude. Ça, une autre, etc. Ça, c'est ce qu'on appelle des longitudes. Donc ça, on a découpé, en gros, mince, j'ai mal fait celle-là. On découpe la Terre en tranches comme ça, du pôle nord au pôle sud, et chaque tranche, ça s'appelle une longitude. Et puis pour les repérer, on les repère par rapport à un angle, on dit ça fait 10 degrés par rapport au méridien de Greenwich. Et chaque trait que j'ai fait s'appelle un méridien. La longitude, c'est le nombre de degrés par rapport au méridien de référence. Bon, c'était juste pour rappeler ce que c'était que la longitude. C'est ça qui fait le décalage horaire. Donc si je reviens sur l'énoncé, la précision sur la position du navire dépend de la précision de la mesure de cet écart horaire. Donc si on voulait connaître avec précision sur quelle longitude ils étaient en bateau, il fallait que l'horloge soit précise elle-même. Et dans une horloge à balancier, pour une faible amplitude, qu'on appelle θ0 des oscillations, donc θ c'est un angle, hein, donc c'est l'amplitude avec laquelle ça oscille, la période T vérifie cette relation. T est égal à T0, facteur de 1 plus θ0 au carré sur 16. Donc plus c'est ample les oscillations, plus la période elle va être grande. Mais ça intervient un petit peu. θ0 dans cette relation, attention, c'est en radians. Ici pour θ. Donc si j'ai besoin d'utiliser à un moment donné, il faudra bien que je pense à convertir ces choses-là en radians. Par ailleurs, la période d'oscillation T0, elle est donnée par une relation qu'on n'a pas besoin forcément de connaître, mais on l'avait indirectement un peu étudié puisqu'on avait dit que ça dépendait surtout de la longueur du pendule. Plus le pendule il est long et plus l'oscillation elle est lente. Alors c'est cette relation qui me permet de dicter avec quel rythme ça va osciller. 2π fois racine de L, la longueur du pendule, sur G, qui est l'intensité de pesanteur terrestre. Évidemment, si je prends un pendule sur la Lune, le G ne sera pas le même, donc ça ne va pas osciller au même rythme que si j'utilise un pendule sur Terre. Donc ça dépend de G. Alors, il n'y a pas besoin de comprendre tout ça, il faut savoir vérifier que cette formule, elle est homogène à une durée. Alors, écoutez bien, s'il vous plaît, cette correction, parce que les dernières fois, au dernier DS où il y avait des questions sur l'homogénéité, vous avez soit zappé la question, soit vous vous êtes planté. Vous ne l'avez pas fait comme il faut. Donc le but de vérifier l'homogénéité d'une relation, c'est de vérifier que les unités dans le système international, les 7 unités de base, elles sont les mêmes de part et d'autre de l'égalité. Donc si ici j'ai T0, ça veut dire que je suis censé avoir des secondes. C'est une des 7 unités de base pour T0. Donc ce que j'ai à droite, quand je combine toutes les unités, ça doit me faire des secondes aussi. Donc un petit point sur la façon de rédiger quand on fait ça. La question A me demande de faire une analyse dimensionnelle pour vérifier que c'est bien une durée. Donc pour ça, je vais écrire que la dimension de racine de G sur L, alors il ne le précise pas, mais 2π n'a pas de dimension, hein, c'est une constante. Donc pour avoir la dimension de tout ce calcul, c'est la dimension de racine de L sur G. Et cette dimension, je vais écrire les unités entre crochets. Donc la racine carrée de L sur G, je vais écrire que je cherche l'unité de cette racine carrée. L, c'est une longueur, donc c'est en mètres. Et G, c'est l'intensité de pesanteur. Qui dans le système des 7 unités de base, il est en mètres par seconde au carré. Alors, juste un petit rappel, quand on faisait les équations, la deuxième loi de Newton, souvent on arrivait au constat que l'accélération dans chute libre, elle est égale à G pour une chute libre. Ça signifie que l'unité de l'accélération, c'est la même que l'unité de G. Et on sait que l'unité de l'accélération, c'est des mètres par seconde au carré.
Donc ça, c'est un petit rappel. La deuxième loi de Newton, souvent dans la chute libre, elle nous permettait de dire que l'accélération c'était égal à g. Donc l'unité de g, c'est bien des mètres par seconde au carré. Tout ça, c'est pour réexpliquer d'où ça vient. Après, il faut que je me débrouille avec cette racine pour simplifier un peu les choses. On voit qu'il y a le m en haut et le m en bas qui se simplifient. Je me retrouve donc avec l'unité, enfin la dimension de racine de 1 sur seconde moins 2. Mais 1 sur seconde moins 2, bah si je remets tout ça en haut, ça me fait des secondes au carré. Et la racine de seconde au carré, ça me fait des secondes, donc c'est bien homogène, il n'y a pas de souci à une durée. J'obtiens bien des secondes à la fin. Si vous avez des questions, intervenez. Hein. Ah merde, je vous ai pas donné la parole peut-être. Est-ce que je vous ai donné la parole? Ouais, si. Vous avez la parole? Je sais même pas. Oui, nous avons la Ah oui, vous l'avez, ouais. Oui. Oui, on l'a. Dans quelles circonstances c'est pas homogène? Alors, si Qu'est-ce que... Vas-y, répète ta question. dans quelles circonstances c'est pas homogène? Enfin, par Ben, exemple, là, imagine on aurait... qu'on nous propose plusieurs formules. Par exemple, on nous repropose une autre formule qui serait 2pi racine de g sur L. Et puis une autre formule qui serait 2pi racine de g fois L. Et on pourrait nous dire, bah, grâce à une analyse dimensionnelle, dire quelle est la formule qui pourrait être exacte. Dans ce cas-là, celle-là, on pourra l'éliminer parce que j'obtiendrai pas des secondes. Celle-là, on pourra l'éliminer parce que j'obtiendrai pas des secondes et on pourra garder que celle-là. Si jamais c'est pas homogène, on peut affirmer, mais on peut vraiment affirmer, on peut dire, hein, on est certain que la formule est fausse. En revanche, si c'est homogène, on peut se dire qu'au moins c'est homogène, ça veut pas dire que c'est forcément juste, mais au moins c'est homogène. C'est la même unité. Et du moment que c'est pas homogène, on sait que c'est faux. Donc parfois, on vous demande de vérifier par analyse dimensionnelle qu'on a bien la bonne unité, donc que la formule est cohérente. Elle n'est pas forcément sûre à 100%, mais elle est cohérente. Ça te va comme réponse? Ouais. Oh ouais. Alors, ensuite, quel écart relatif par rapport à T0 observe-t-on sur la période de ce pendule lorsque l'amplitude est de 4 degrés? Un écart relatif, c'est on calcule l'écart entre deux valeurs et on divise par une valeur théorique. Après, on convertit ça en pourcent éventuel. Donc, il faut que je trouve la valeur que j'obtiens à 4 degrés, donc celle-là, à laquelle je retire ensuite la valeur de T0, et je divise par T0. Donc, l'expression de l'écart relatif, c'est T moins T0, donc l'écart absolu. Je prends la valeur absolue de cet écart, donc s'il y a un signe, je m'en fiche, et je divise par T0. Alors ensuite, si je mets l'expression de T qui est là-haut, cette expression-là, je la remplace ici dans cette formule. Je me retrouve avec T0 fois 1 plus θ0 au carré sur 16, moins T0 sur T0. Je vois que j'ai des T0 de partout, donc je peux factoriser par T0. Donc si je factorise par T0, en haut, je me retrouve avec T0, facteur de 1 plus θ0 carré sur 16, moins 1, puisque j'avais moins T0 ici, divisé par T0. De là, il y a plusieurs choses qui se simplifient. Les 1, ils s'annulent. J'ai 1 moins 1 dans la parenthèse. Et puis les T0, ils s'annulent aussi. Je me retrouve avec θ0 au carré sur 16. Il faut juste que je calcule ça. Mais attention, dans la formule, θ, il doit être en radians. Parce que sinon, on est tenté de mettre 4 ici. 4 au carré, ça fait 16. 16 sur 16, ça ferait 1. On aurait un écart relatif de 1, c'est-à-dire 100% d'erreur. C'est pas possible. C'est en radians. C'est pour ça que ça fait cette grosse erreur quand on laisse ça en degrés. Donc je vais convertir les 4 degrés que je dois mettre ici en radians. Alors il faut une référence entre les radians et les degrés. Donc je sais que pi radian, ça fait 180 degrés. Donc en faisant un produit en croix, je vais transformer les 4 degrés en radians en faisant 4 fois pi sur 180. Et du coup, je me retrouve avec θ en radians, ça fait 4 fois pi sur 180. Donc j'ai plus qu'à mettre ça dans mon expression là-haut.
ce résultat-là, je le mets ici, et je l'ai lavé au carré et je le divise par 16. Du coup, l'écart relatif, ça me fait 3 fois 10 puissance moins 4, c'est-à-dire 0,03%. Donc, lorsque j'ai un angle de 4 degrés, bah, j'ai un écart relatif par rapport à T0, qui est la valeur de référence, de 0,03%. Donc, un petit écart. C'est pas beaucoup. Il y a très peu d'écart. J'enchaîne sur les questions d'après, c'est bon? Ok. Alors, une horloge à balancier. On imagine une horloge qui a une période d'oscillation de 2 secondes, 2,000 secondes. Donc ça veut dire qu'on a une horloge comme ça qui oscille entre ces deux positions d'équilibre, comme ça. En faisant un aller-retour, ça prend 2 secondes. Donc, je rappelle qu'à chaque fois que ça passe à la verticale, je compte 1 seconde. Donc quand ça fait une oscillation complète, ça fait 2 secondes. On a un lieu où le champ de pesanteur a une valeur de 9,810 mètres par seconde au carré. Maintenant, si je me place, vous savez que la Terre, elle n'est pas parfaitement ronde. Et donc, suivant les endroits où je suis sur Terre, ben, j'ai pas tout à fait la même distance par rapport au centre de la Terre. Donc, j'ai pas tout à fait la même intensité de pesanteur. Il y a des endroits où la pesanteur est légèrement plus faible ou légèrement plus forte, suivant si j'ai beaucoup de sol sous les pieds ou pas. Donc quelle est la valeur de la période de cette même horloge au lieu où j'aurai une intensité de pesanteur légèrement différente de 9,800. Donc il faut que je calcule T2, sachant que je connais T1 pour G1, il faut que je calcule T2 pour l'intensité de pesanteur G2. Par contre, il y a la même amplitude, donc j'ai pas besoin d'utiliser la relation compliquée qui est ici là avec cette amplitude là, c'est la même. Donc je vais prendre juste cette expression là. Et je vais dire que d'après la formule indiquée, pour G1, j'ai un T1 qui vaut 2pi racine de L sur G1. Mais je peux, pour T2, exprimer et utiliser la même relation en disant que T2 c'est égal à 2pi racine de L sur G2. Alors je me retrouve avec un petit problème, c'est que je connais pas L. Et le but c'est de déterminer T2 dans la question. Et je connais pas L. Alors, quand on a affaire à ce genre de situation, il y a quelque chose qui est bien pratique de faire pour pouvoir se séparer d'une inconnue. Là, j'ai deux équations, deux inconnues. Donc, au lieu d'extraire L et puis ensuite de l'injecter dans une autre relation pour déterminer T2, ça va être un peu compliqué. Bah, je peux directement, je vois que j'ai les mêmes expressions, faire le rapport des deux et le L, il va se simplifier. Donc, en faisant le rapport terme à terme, c'est-à-dire que je vais faire par exemple T2 divisé par T1, de l'autre côté de l'égalité, je vais pouvoir écrire 2pi racine de L sur G2 divisé par 2pi racine de L sur G1. Et j'ai plein de choses qui vont se simplifier. Donc ça, c'est une astuce hyper intéressante. Quand j'ai deux relations et qu'il y a un seul terme qui change, je peux faire le rapport des deux relations terme à terme. Et c'est vachement commode, vous allez voir. Ici, j'ai les 2pi qui s'annulent. J'ai 2pi en haut, 2pi en bas. J'ai aussi racine de L en haut ici et racine de L ici en bas. Du coup, je vais me retrouver, alors là, j'ai pas fait le détail, mais ici, je vais me retrouver, si je le mets au brouillon ici, avec le rapport de 1 sur G2 en haut et la racine du rapport de 1 sur G1 en bas. En simplifiant tout ce que j'ai barré, je me retrouve avec ça. Maintenant, comme j'ai deux traits de fraction, je peux faire passer le G1 tout en haut au-dessus. Et je vais, par des petites opérations mathématiques, pouvoir faire passer le G1 en haut et me retrouver finalement avec racine de G1 sur G2. Et je veux T2. Donc j'ai plus qu'à faire passer le T1 de l'autre côté, j'ai l'expression de T2 assez rapidement. Donc T2 va être égal à T1 fois la racine de G1 sur G2. J'ai plus qu'à faire l'application numérique. T1 c'est 2,000 secondes. J'ai oublié un 0 ici. Un chiffre significatif. Fois 9,810 divisé par G2 9,800. Et je trouve 2,001 secondes. Donc une petite
différence d'intensité de pesanteur a une incidence sur le troisième chiffre après la virgule, sur le rythme des oscillations. Alors ça peut sembler pas beaucoup, mais si le pendule il tourne une journée entière, c'est-à-dire 24 fois 3600 secondes, je vais avoir un décalage qui va se multiplier. Au bout d'un moment, il y aura un décalage trop important de cette horloge, et donc elle va se décaler. Cette valeur de l'horloge, ça sera peut-être pas tout à fait la même que celle que j'avais sur le méridien de Greenwich, là où je l'avais réglé initialement. Donc pourquoi une horloge à balancier ne convient-elle pas pour déterminer une longitude? C'est que le problème de ce type d'horloge, c'est que ça va se décaler en fonction du lieu sur lequel je me situe sur la planète. Donc la réponse à cette question, qui n'est pas forcément simple, mais cette horloge à balancier ne convient pas parce que la valeur de la période change avec la valeur de G, et G dépend du lieu où on se trouve. Sur Terre, la Terre c'est pas vraiment rond, c'est une espèce de patate. En fonction du lieu où je me situe, G il va varier. Donc si mon horloge elle est pas fiable, et qu'elle dépend de G, comment je veux pouvoir m'en servir pour déterminer à quelle longitude je suis avec précision? J'aurai pas de précision sur la détermination de la longitude. Donc ça ne convient pas. Alors, John Harrison, pour essayer de pallier à ce problème, il a inventé une horloge qui ne dépend pas de G. C'est une horloge à ressort. En fait, dans les montres mécaniques, vous avez peut-être déjà vu ce genre de choses, il y a un ressort à l'intérieur. Ce ressort, c'est pas un pendule qui oscille grâce à l'attraction gravitationnelle, c'est la raideur du ressort qui fait que je vais avoir un système qui bat la seconde. Donc c'est une spirale en forme de ressort qui va battre la seconde. Donc ça c'est le type d'une horloge mécanique. Après un voyage aller-retour entre Plymouth et Barbade, elle n'a pas dérivé de plus de 15 secondes en 156 jours. C'est-à-dire que cette horloge, on va comparer sa précision par rapport au petit décalage que je peux avoir en fonction de G. Elle ne se décale que de 15 secondes en 156 jours. Bon, on ne se rend pas compte si c'est précis ou pas. On nous demande quelle est la précision de cette horloge. Alors, c'est pas forcément simple de savoir ce qu'ils veulent à travers cette question. Une précision, c'est toujours de combien de secondes ça se décale par seconde en fin de compte. Si j'ai 15 secondes de décalage pour 156 jours, alors de quel pourcentage hors seconde ça se décale chaque seconde? Alors qu'est-ce que je vais faire comme calcul? La précision, elle peut être calculée en divisant le décalage de 15 secondes par la durée totale en secondes. Et après, je peux ramener ce décalage-là en pourcentage et dire, ça se décale de tant de pourcents chaque seconde. Et ça sera ma précision. Donc ce que je fais, c'est que je vais diviser 15 secondes par 156 jours, mais en secondes. Donc 15 secondes, 156 jours, c'est 156 fois 24 heures fois 3600 secondes. Donc les 15 secondes qui sont là-haut, je les divise par le nombre de secondes qu'il y a dans 156 jours. Et je vais pouvoir dire que j'ai un décalage de 1,1 millionième de seconde chaque seconde. C'est-à-dire en pourcentage, ça serait 0,00011%. Autrement dit, en 156 jours de voyage, à chaque battement, l'horloge, elle va se décaler, elle va se dérégler sur le 6e chiffre après la virgule. Donc elle est vachement précise par rapport à l'incidence que peut avoir G sur une horloge à balancier. Cette imprécision-là, elle est très très faible. Bon, la dernière question est pas du tout facile à comprendre non plus. Donc ça, la conclusion à tirer de tout ça, c'est que c'est très précis. Cette horloge mécanique, elle est très précise. Maintenant, on utilise des horloges atomiques qui sont encore vachement plus précises que ça, pour pouvoir mesurer des décalages de temps grâce à la relativité qu'on verra plus tard. Il faut des horloges atomiques. Bon, à quelle distance calculée sur le parallèle de Plymouth correspondent les 15 secondes de dérive observées par cette horloge? Alors, je vais essayer de réexpliquer la question qui était posée. Déjà, alors je vais retirer toutes les
Déjà, faut se souvenir de ce que c'est qu'un parallèle. Donc, si Plymouth est là, ici au point M, un parallèle, c'est si je devais couper la terre en tranches, mais plus en tranches verticales, comme ça, comme des quartiers d'orange, mais en tranches enfin pas en tranches horizontales, mais en tranches verticales. C'est-à-dire que je vais découper en tranches suivant un axe ici qui va être horizontal. Mon couteau, il va couper comme ça. Donc si je suis ici à Plymouth, ça c'est le point M, c'est là où se trouve par exemple Plymouth, qui est une ville en Angleterre. Et bien le parallèle, ça va être cette tranche-là. Si je découpe ici, hop, et puis que je mets derrière en pointillé le reste de ce que j'ai découpé la terre ici sur cet axe-là, avec un couteau. Donc ça, c'est le parallèle. Et la question qui est posée, c'est durant un décalage de 15 secondes, si moi je suis ici sur ce parallèle-là, sur Terre, je vais dériver de combien en 15 secondes à cause de la rotation de la Terre. Donc, quelle distance parcourt-on en 15 secondes sur le parallèle de Plymouth à cause de la rotation de la Terre? C'est ça la question qui est posée en fait. De combien je vais me décaler durant ces 15 secondes de perte de temps ou d'avance d'ailleurs. Alors, c'est assez compliqué de répondre à cette question. D'abord, il faut, quand on a le dessin, c'est quand même plus simple, un tout petit peu plus simple, mais si on l'a pas, c'est carrément infaisable. On nous disait que la latitude du parallèle de Plymouth, ça s'appelle lambda et ça vaut je sais plus combien, 50 degrés. Donc ça monte à 50 degrés au nord par rapport à l'équateur. En fait, je sais que la Terre, pendant une journée entière, si moi je suis ici en M, je vais faire une distance qui correspond à un tour complet. En 24 heures, je vais faire un tour complet sur ce parallèle, puisque la Terre fait un tour complet sur cet axe-là. Elle tourne comme ça autour de cet axe. Et moi, je veux savoir de quelle distance je vais parcourir en 15 secondes. En 15 secondes. Donc d'abord, il faut que je connaisse petit r, le rayon que j'ai ici sur ce parallèle. Ce parallèle-là, c'est bien un cercle. Quand je coupe la Terre à cet endroit-là, ça me fait un cercle. La tranche, ça fait un cercle de rayon R. Alors, je vais placer deux lettres, O et H, et je vais observer qu'ici, j'ai un triangle rectangle, MHO. Donc, si je veux calculer le rayon R sur ce triangle rectangle, j'ai connaissance de deux choses. C'est l'angle qui est ici. Cet angle-là, il est égal à lambda. Moins 180 degrés, pardon. Donc cet angle-là, c'est 180 moins lambda, mais je vais pas en parler, c'est celui-là que je connais, pardon. Donc je vais effacer tous mes données. Si j'ai un angle de lambda ici qui vaut 50 degrés, ça veut dire qu'ici j'ai 50 degrés aussi, j'ai lambda. Vous vous souvenez peut-être en maths, c'est les angles alternes internes. J'ai deux parallèles ici, et j'ai une droite qui coupe les deux parallèles. Donc elle les coupe en formant deux angles alternes internes égaux. Ça, c'est des maths purs. Hein. Et l'hypoténuse du triangle, là, OM, ça correspond, si je regarde bien le dessin, en fait, au rayon de la Terre. OM, c'est le rayon de la Terre. Et je cherche petit r. Donc, en exprimant dans ce triangle le cosinus de lambda, je vais pouvoir dire que c'est égal à petit r sur l'hypoténuse RT. Donc, dans le triangle rectangle OHM, le cosinus de lambda, c'est petit r sur RT. Du coup, R, petit r, le rayon là, du parallèle, c'est le rayon de la Terre fois cosinus lambda, et je trouve 4 millions de mètres, avec les chiffres, les valeurs qui sont données. Une fois que j'ai ça, là ça va être un peu plus compréhensible. Je sais qu'en 24 heures, je vais faire une distance de 2 pi r, puisque je vais parcourir le parallèle en entier, le parallèle que j'avais dessiné ici comme ça. Je vais faire un tour complet de pi petit r en 24 heures. Donc en 24 heures, la Terre fait un tour complet, c'est-à-dire qu'elle fait une distance grand L qui vaut 2 pi r. Et moi, ce que je veux savoir, c'est en 15 secondes, quelle portion de ce cercle-là, ce parallèle, je vais faire. En 15 secondes, la distance parcourue, elle va être de, je vais faire un produit en croix, puisque en 24 heures, je fais 2 pi r
Alors, en 15 secondes, je vais faire combien? Je fais un produit en croix pour faire ça. Je me méfie quand même d'une chose, c'est que ici, j'ai des heures. Il faut que je les convertisse en secondes pour pouvoir faire le produit en croix. Et je vais donc faire 15 secondes fois 2 pi(r) divisé par 24, mais converti en secondes. Donc 15 secondes fois 2 pi(r), c'est-à-dire L, divisé par 24 fois 3600, et je me retrouve avec 4,5 km. Donc je peux dire que durant les 15 secondes d'avance ou de retard qu'a pris l'horloge, j'ai parcouru que 4,5 km. Donc ma précision sur 156 jours, ma précision de la détermination de la longitude, elle est à 4 km près. Ce qui pour l'époque était quand même assez acceptable. Alors j'ai conscience que cet exercice il est pas simple, hein, même pour moi quand je l'ai fait la première fois, j'ai pas toujours très bien compris les choses. Vous auriez bien plus d'explications dans un énoncé de bac. Pour moi c'est pas suffisant. Hein. Avez-vous des questions sur cet exercice? Vous n'avez pas de questions? Je regarde rapidement le chat. Si je vois une question. Ok, merci. Non, mais ça c'était d'avant. Non, pas de question de Thomas. Ok. Bon, alors maintenant je vais vous expliquer un petit peu. Je sors de ce diapo-là. Je vais vous expliquer le principe des transferts quantiques d'énergie et du coup le principe du laser. Alors, il y avait des animations que certains n'ont pas réussi à voir. J'ai tenté de faire une vidéo qui marchait pas. Puis derrière, je sais plus, j'ai mis d'autres liens vidéo avec certains élèves, mais j'avais pas le temps de répondre à tous. On va voir ensemble un petit peu ce qu'il fallait compléter dans ce cours. Donc suivez bien à partir de votre document au moment où vous devez compléter les choses. Alors, vous avez vu en première que la matière, que ce soit un atome, une molécule, la matière, elle peut absorber ou émettre de la lumière. Alors ça, c'est un principe de base qu'on a vu déjà cette année aussi, puisque tous les spectres infrarouges, les spectres UV visibles, le spectre RMN fonctionnent sur ce principe en fait. On envoie de la lumière à la matière et la matière va pouvoir absorber certaines lumières, donc certaines longueurs d'onde et pas d'autres. Alors comment ça fonctionne? La matière peut absorber ou émettre des rayonnements électromagnétiques, qu'on appellera d'ailleurs des photons. Ouais, quelqu'un veut faire une remarque? Non? Et au niveau microscopique, cela correspond à l'absorption ou à l'émission de photons par les atomes. Ces photons sont le siège de transfert quantique d'énergie. Alors on dit quantique parce que si moi, quand je pousse une caisse quand je suis déménageur et que je pousse un gros chargement sur le sol, je peux très bien transférer n'importe quel type d'énergie à la boîte. Il suffit pour ça que je m'arrête quand je veux. Or, à l'état microscopique, la matière, elle peut pas absorber n'importe quel type d'énergie, elle peut pas émettre n'importe quel type d'énergie non plus. C'est pour ça qu'on dit que c'est quantifié. Il n'y a que certaines valeurs qui sont autorisées, et pas n'importe quel type d'énergie. Alors ça, on le comprend quand on fait des représentations sous forme de diagrammes avec des niveaux d'énergie. En effet, un atome possède des niveaux d'énergie quantifiés. Je dis un atome, mais une molécule, c'est le cas aussi. Et ces niveaux d'énergie, ils sont quantifiés, ils ont certains paliers, donc je ne peux pas donner la matière ne peut pas absorber n'importe quel type d'énergie. Donc elles ont des valeurs bien précises qui ne dépendent que de la nature de l'atome. On dit que l'atome, il est à un état stable, c'est un terme à connaître, quand il est au niveau d'énergie le plus faible, tout en bas, ce qu'on appelle le niveau fondamental. Alors, sur un diagramme énergétique, le niveau fondamental, c'est la barre que je mets tout en bas. C'est bon à ce stade-là? L'atome, le contraire de l'atome qui est à un état stable, on va dire que l'atome il est dans un état excité. C'est lorsqu'il est dans un niveau d'énergie supérieur au niveau fondamental. Donc, vous avez des paliers qui sont au-dessus, et donc c'est dans un niveau qui est au-dessus. Un petit peu à l'image analogique d'un escalier. Je suis au niveau fondamental, c'est le rez-de-chaussée, c'est quand je suis vraiment sur
avant la première marche. Et puis après, quand je monte les marches, je suis dans des états plus ou moins excités. Alors cette analogie, elle fonctionne pas toujours très bien. Il faut imaginer que les marches d'escalier, elles n'ont pas des hauteurs constantes. Je peux avoir des hauteurs variables sur cet escalier. Et pour passer d'un état à un autre, alors que ça peut être un état fondamental à un état excité, à un état excité à un état fondamental, ou encore d'un état excité à un autre état excité, ça c'est possible aussi. Alors l'atome, il peut absorber une quantité d'énergie ou en émettre aussi. Alors pour passer d'un état fondamental, enfin d'un état à un état supérieur, en gros quand je veux monter de marche, il faut que la matière absorbe une quantité d'énergie. Et cette quantité d'énergie, elle doit correspondre exactement à la différence d'énergie entre les deux états. Ouais. Thomas, je peux parler? Vas-y. J'ai une question, puisque du coup, dans un état excité, c'est-à-dire que l'atome est instable? Alors oui, ça veut dire qu'il est instable, ça veut dire qu'il va se désexciter. Mais ça va pas durer longtemps. De toute façon, je vais tout le dire, ça. C'est-à-dire qu'une fois qu'il est excité, comme la radioactivité, il va se désexciter en perdant de l'énergie sous forme de lumière. Ouais. Ok, bah non, c'était juste ça par rapport à la désintégration, pour savoir si ça va bien. Et on va en parler de toute façon de tout ça. Et monsieur, ouais. Moi j'avais une question. L'année dernière, on a vu ça, mais c'était que avec la lumière. Là, on va le voir avec d'autres formes d'énergie. Non, c'est que... Alors, si, ça pourrait être de la chaleur. Mais là, nous, on va parler que de la lumière, en fait. Mais de la chaleur, ça marcherait aussi. Vous savez sans doute que quand... De toute façon, ouais. La chaleur, de toute façon, ça se transmet par rayonnement électromagnétique. Ouais, mais si je chauffe, moi, si c'est bientôt l'heure des barbecues, si je chauffe mon charbon de bois avec une chaleur abondante, bon, non seulement il va brûler, mais le charbon qui n'a pas encore complètement brûlé, il va être rouge, il va émettre de la lumière. En fait, c'est la chaleur qui a permis de passer dans des niveaux d'état excité et pas de la lumière, là, pour le coup. Ah, d'accord. Et donc, quand on fabrique de la lumière grâce à de la chaleur, c'est la chaleur qui a mis les atomes dans des états excités, et ces atomes, quand ils se désexcitent, ils émettent de la lumière. Okay. Alors, l'absorption de lumière, ça peut se faire sous la forme d'absorption d'un photon d'énergie. Et ce photon, son énergie, on peut la calculer en faisant h fois la fréquence de la lumière, h nu. On note pas HF, mais H nu. Nu, c'est la fréquence. Alors, on avait déjà vu ça. C'est en Hertz. Et donc, cette énergie que possédait le photon quand il est arrivé sur la matière, elle doit correspondre exactement à la différence de marche, je peux même appeler ça comme ça, la différence d'énergie entre les deux niveaux dans lesquels la matière est passée. Donc l'énergie du photon doit correspondre à la différence d'énergie des deux niveaux. H, c'est la constante de Planck, et nu, c'est la fréquence de la radiation associée au photon en Hertz. Alors on va faire ces diagrammes. Ici, vous avez le diagramme qui représente une absorption. C'est-à-dire que là, vous avez le photon, ça représente le photon, qui arrive dans la matière. Vous avez la matière qui est au départ, ici, dans son niveau fondamental. Donc ici, elle est dans son niveau fondamental au départ. Donc c'est le niveau E1. Alors c'est pas nécessairement le niveau fondamental, je pourrais être déjà dans un niveau excité et puis passer dans un niveau excité encore supérieur. Si je suis au niveau fondamental dans cet exemple-là, quand le photon arrive, il va être absorbé, donc il va disparaître. Et la matière, elle va monter, elle va gravir sur le niveau supérieur d'énergie, où cette différence d'énergie correspond exactement à l'énergie que possédait le photon. Donc ça, vous l'avez vu en première. C'est ce qu'on appelle une absorption de photons. Maintenant, une fois que la matière, elle est là-haut, elle va se désexciter, ça va lui prendre un certain temps. Et en redescendant, donc la matière qui sera arrivée ici, dans ce niveau-là, donc en bleu, puisque c'était ce qui représentait l'atome, en se désexcitant, en retombant, il va émettre à son tour un photon d'énergie. Et c'est ce qu'on appelle une émission spontanée. Alors, il faut bien comprendre que cette émission, elle se fait
de façon aléatoire dans le temps, c'est-à-dire qu'il y a une certaine durée de vie, mais on peut pas dire ça se fait au bout d'une seconde. Si on dit que ça a une durée de vie de 1 seconde, ça veut dire que si j'ai 1000 atomes excités, au bout d'une seconde, j'en ai plus que 500 qui sont excités. C'est ça la durée de vie, ce qu'on appelle la demi-vie. Donc je ne peux pas savoir précisément si c'est 1 seconde, 3 secondes, 10 secondes, mais c'est un peu aléatoire. Elle est spontanée, donc elle se fait de façon aléatoire, et très important aussi, dans n'importe quelle direction. C'est-à-dire que si le photon il arrive comme ça, avec cette direction-là, le photon qui va être émis, là c'est un peu mal, j'aurais peut-être pas dû le mettre ici. Enfin, c'est pas moi qui ai fait ces croquis là. J'aurais préféré que le photon qui soit dessiné ici et représenté quand ça se désexcite, il soit dessiné plutôt dans une direction complètement différente. Par exemple, je sais pas, je dis mais n'importe quoi, mais par exemple dans cette direction-là. Hop. Au lieu de partir dans la même direction que précédemment, c'est vraiment, c'est pas bon. Hein. Ça part n'importe où, donc vers le haut, vers le bas, vers la gauche, vers la droite, c'est vraiment dans n'importe quelle direction. Donc un photon peut être absorbé, la matière passe d'un niveau d'énergie inférieur à un niveau supérieur, et ensuite la matière en se désexcitant peut émettre à son tour un photon, mais qui va être de même énergie que le photon précédent, puisque c'est l'énergie qui correspond à E2 moins E1, par contre, qui peut avoir une direction complètement aléatoire. Et ça se fait à n'importe quel moment. Je ne sais pas précisément quand. Est-ce que ça vous rappelle des souvenirs, tout ça? Oui. Ok. Alors juste, j'apporte un petit complément. C'est que si j'ai affaire à plusieurs niveaux d'énergie, je vais essayer d'être à peu près droit avec ma souris, c'est pas toujours facile. Hein. Donc là, j'ai l'énergie qui est représentée. Si j'ai plusieurs niveaux d'énergie, que je peux appeler, je sais pas, E0 par exemple, ici, E1, je sais pas, je mets n'importe quoi, E2, alors c'est censé être droit, hein, je fais ce que je peux, E3, alors j'ai toutes les combinaisons possibles. Si par exemple je suis au départ dans un niveau d'énergie pour la matière qui est fondamental, l'absorption elle peut se faire du niveau 0 jusqu'au niveau 1, mais je peux très bien passer au niveau 2 ou très bien absorber et passer au niveau 3. Maintenant, une fois que la matière elle est dans ce niveau d'énergie, elle peut très bien absorber aussi un photon qui a cette différence d'énergie, ou absorber encore pour passer de E1 à E3. Donc toutes les combinaisons sont possibles. Et de la même manière, lorsqu'on a de l'émission spontanée, quand la matière, admettons que la matière excitée elle soit dans cet état-là, quand l'atome il est excité ici, il y a plein de formes de désexcitation possibles. Je peux passer du niveau E3 au niveau E2, mais je peux passer aussi du niveau E3 directement au niveau E1, ou passer directement au niveau E0. Et puis après, une fois que je suis au niveau E2 par exemple, je peux passer de E2 à E1, ou de E2 à E0. Donc j'ai plein de combinaisons possibles. Et tout ça, ça vous explique que, par exemple, un gaz ou des ions qui sont chauffés, eh bien, ils émettent que certaines raies de couleurs. Je ne sais pas si vous vous souvenez ça du niveau seconde. Il n'y a que certaines longueurs d'onde bien spécifiques qui peuvent être émises qui correspondent à toutes ces transitions différentes possibles. Et donc ça explique toutes les couleurs bien spécifiques qui peuvent être émises par les ions lorsqu'ils se désexcitent. Ça va pour ça c'est ce qu'on appelle l'émission spontanée. Ça se fait spontanément dans n'importe quelle direction. Les photons ils partent n'importe où. Ok ? Donc là maintenant je passe à l'émission qu'on appelle l'émission stimulée. Alors l'émission stimulée c'est bien spécifique. Alors faut comprendre une chose, c'est que l'émission stimulée elle peut se faire lorsque la matière elle est excitée et qu'il y a un photon qui arrive. Ce photon au lieu d'être absorbé, il va provoquer la désexcitation de la matière. Alors, si on bombarde un atome qui était déjà dans un état excité, qui correspond par exemple au niveau E2, et qu'il y a un photon donc, qui arrive, qui lui a une énergie qui correspond à E2 moins E1, alors l'atome qui était dans le niveau E2, il va pouvoir revenir dans l'état de niveau E1
en émettant lui aussi un photon d'énergie E. Mais ce photon, il va pas être n'importe lequel. Donc, si je fais le petit dessin ici, j'ai la matière qui est dans un état excité. Et puis j'ai un photon qui arrive. Au lieu que ce photon, il fasse encore monter plus haut, et ben, il peut se produire le fait que si ce photon, il a pile l'énergie qui correspond à E2 moins E1, un peu à l'image d'une bille qui ferait chuter une autre bille qui était déjà sur la marche d'escalier, ça va faire tomber la bille. Et cette bille en tombant, elle n'émet pas n'importe quel photon, elle va se mettre à émettre un photon qui a la même direction et le même sens que celui qui a provoqué la désexcitation. On appelle ça un clone. C'est un photon clone. Donc c'est hyper intéressant au niveau du laser parce que le photon qui est émis, il n'est pas aléatoire dans sa direction et son sens. Il est le même que celui qui lui a donné naissance. Donc c'est l'émission, ce qu'on appelle l'émission stimulée. C'est stimulé par un photon. Le photon incident et le photon émis ont la même fréquence et le même sens et la même direction. Donc ça c'est super intéressant. Et les photons peuvent aussi à leur tour stimuler d'autres émissions. Si ces deux photons-là, plus loin, rencontrent d'autres atomes qui sont dans l'état excité E2, ben, ils peuvent se dupliquer à leur tour et provoquer d'autres photons et après en avoir plein. Alors je vous l'explique en animation ici. C'est une des animations qui était proposée. On va voir de façon active et vivante des exemples d'émissions spontanées et des exemples d'émissions stimulées. Alors, ça c'est ce que Alissa et puis d'autres n'avaient pas réussi à lire parce qu'ils n'avaient pas l'ordinateur pour. Alors, j'ai une lampe ici. Alors, je vais vous montrer d'abord ce que c'est qu'une absorption. Donc, on bombarde de la matière, donc ça c'est un seul atome que je bombarde avec assez peu de photons en fin de compte. Au départ, la matière, elle est dans l'état fondamental ici en bas, et lorsque le photon arrive, s'il a la bonne énergie, bah, il fait passer la matière dans l'état fondamental. Sauf que la matière, lorsqu'elle est en rouge ici, c'est qu'elle est excitée. Elle reste pas longtemps excitée, et donc lorsqu'elle est dans l'état excité ici, on va attendre que ça se reproduise, elle va spontanément se désexciter en émettant un photon qui part dans n'importe quelle direction. Donc on voit que l'émission spontanée, donc celle qui va se faire maintenant, là, tac, elle émet un photon mais qui va dans n'importe quelle direction. À chaque fois, hop, ça part aléatoirement, en arrière, en avant, vers le haut, vers le bas. Maintenant, qu'est-ce qui se passe quand je fais de l'émission stimulée? Je peux augmenter la quantité, alors peut-être pas à ce point-là, la quantité de photons que j'envoie. Donc la matière, elle va être excitée et vous pouvez constater que en fonction des conditions, elle peut se désexciter spontanément ou se désexciter de façon provoquée. Alors on ne voit pas d'émission. Ah si, il y a on vient de voir une émission spontanée qui est partie dans une direction aléatoire, mais globalement, j'éclaire peut-être avec trop de photons. Ici, j'ai un atome excité. Paf, il s'est désexcité de façon aléatoire. Puis là, il y a deux clones. Donc, de temps en temps, quand un photon arrive, il va provoquer une émission stimulée. C'est ce qu'on vient de voir ici. Vous voyez deux photons clones. Alors, ça, il faut bien avoir compris. Il y a l'émission spontanée qu'on vient de voir, l'émission stimulée où on a deux clones. Maintenant, l'effet laser. Ouais, il y a une question ? Oui, c'était pour savoir comment on émet à la base les photons. Alors comment est-ce qu'on va voir dans le laser hein, comment les photons ils sont émis. Comment une lampe fonctionne, c'est ça ta question ou c'est... Ouais. Une lampe traditionnelle, c'est quand on chauffe un filament, c'est un solide, il envoie des photons de toute nature, donc il se désexcite. Sous l'effet de la chaleur, la matière elle est excitée et puis elle se désexcite. Et dans un solide, les niveaux d'énergie, ils sont pas séparés les uns des autres, donc on peut avoir tout type de désexcitation. Donc on a toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Okay. Maintenant, si je chauffe un gaz, dans ce cas-là, je vais avoir une lumière qui a une couleur un peu spécifique. C'est le cas des LED par exemple. Alors les LED c'est encore autre chose, et ça se désexcite que suivant certains niveaux d'énergie, donc j'ai une couleur. Alors maintenant, si je
alors je vais pas détailler ça tout de suite, je vais passer à la suite du cours. Ça explique toujours pas comment fonctionne l'effet laser. Pas encore. Alors, le laser, c'est l'acronyme de Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation. Donc, ça veut dire, en anglais, que on va amplifier de l'émission stimulée de lumière. Alors, on vient de voir comment faire pour faire de l'émission stimulée. Il faut qu'il y ait un photon qui arrive sur de la matière qui est déjà excitée. Donc dans le laser, il faut trouver un moyen d'exciter de la matière et ensuite soit de provoquer avec des photons qu'on avait déjà nous à disposition, soit d'attendre que ça se désexcite tout seul pour qu'il y ait une stimulation qui se fasse à l'intérieur de la matière. Et après, il faut amplifier. Alors le principe du laser est le suivant. D'abord, il faut faire ce qu'on appelle le pompage optique. Alors le pompage optique, c'est faire en sorte que j'ai de la matière qui soit essentiellement dans l'état excité que je veux, et pas n'importe lequel. Le laser émet des photons produits par émission stimulée. Il faut que les photons soient tous les mêmes pour pouvoir avoir de la directivité et avoir un faisceau laser qui est tout rouge, tout dans le même sens. Alors, le problème, c'est qu'en général, l'émission spontanée, elle est plus rapide que l'émission stimulée. Donc en général, ça se désexcite plus rapidement et ça attend pas qu'il y ait un photon qui vienne stimuler l'émission. Du coup, on a tout perdu parce qu'on n'a pas des clones. Donc statistiquement, il y a trop peu d'atomes dans un état excité pour espérer faire des émissions stimulées. Alors l'astuce qu'ont trouvé les scientifiques, c'est de faire ce qu'on appelle un pompage optique. On va voir ce que c'est sur l'animation, je vais vous la montrer. On va donc transférer de l'énergie aux atomes pour créer une inversion de population. C'est ce qu'on appelle le pompage optique. Alors, hop, non, il n'y est plus. Alors, peut-être ici, non. Alors, je vais revenir sur l'animation précédente. Hop. J'aurais peut-être pas dû la fermer. Donc, l'animation précédente, ça commence à s'apparenter à un laser, ça. Vous avez toute la matière qui est là, en fait c'est un gaz qui est dans une cavité. Et puis pour exciter cette matière, au lieu de disposer d'une lampe sur le côté ici à gauche, comme on l'avait tout à l'heure, on a tout un tas de séries de lampes là-haut, donc on a beaucoup de lumière. Et puis on peut, avec une lumière d'une couleur qui n'est pas forcément rouge, une couleur ici qui est, on va dire, bleue, qui correspond à la transition qui va de E1 à E3. Donc, quand j'éclaire, je vais exciter la matière qui est ici, dans l'état fondamental. Tous les atomes qui sont ici dans la cavité sont tous dans leur état fondamental. Je vais les exciter et ça va passer sur le niveau 3. Puis ensuite, je vous ai dit qu'il y avait plusieurs émissions possibles. Spontanées, ça peut descendre du 3 au 2, ou du 2, ou du 3 au 1. Donc, quand j'excite comme ça, momentanément, je vois la matière qui monte sur le 3, puis qui descend sur le 2. Et puis ensuite, spontanément, ça se désexcite sur le niveau 1. Mais j'ai parfois aussi des descentes qui vont directement du 3 au 1. Si je laisse fonctionner ce système longtemps, alors je vais agir sur les durées de vie. Ici, je vois que ça monte dans le niveau 3 et puis que ça redescend sur le niveau 2. Si la durée de vie du niveau 2 est trop courte, alors je vais avoir que des atomes qui vont être dans l'état excité 3 et puis qui vont spontanément émettre de la lumière. De temps en temps, ils passent par le niveau 2, puis après ils redescendent au niveau 1 ou directement du niveau 3 au niveau 1. Donc là, ça part dans tous les sens. Il y a des émissions stimulées de toutes les couleurs qui partent dans tous les sens. En faisant en sorte d'avoir des durées de vie différentes, si j'ai une durée de vie ici plus courte que la durée de vie du niveau 2, lorsque je fais ça, progressivement, alors si je raccourcis cette durée de vie là, je vais me rendre compte que en excitant dans le niveau 3, ça va se désexciter plus vite vers le bas, et en particulier vers le niveau 2, ce qui fait qu'à un moment donné, je vais avoir une inversion de population. Si je maintiens ma lampe longtemps comme ça, tous les atomes qui étaient dans le niveau fondamental vont progressivement passer dans le niveau excité qui est ici.
et je vais avoir ce qu'on appelle une inversion de population. Donc si je chauffe vraiment fort, bah, j'ai quasiment toute ma matière qui est dans le niveau excité 2. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le pompage optique. L'astuce, c'est de passer par un niveau 3 grâce à une lumière qui a plus d'énergie. Et la durée de vie du niveau 3 au niveau 2 étant plus courte que les autres des excitations, bah, ça va s'accumuler dans le niveau 2. Ça, c'est ce qu'on appelle le pompage optique. Après, si vous regardez bien, les petits points rouges ici, ce sont des émissions de photons. Ça se fait de façon quasiment tout le temps, de façon spontanée. Et de temps en temps, là, on voit des clones. Parce qu'il y a eu un atome qui s'est désexcité et ce photon a provoqué une émission stimulée de temps en temps. Donc on voit parfois les photons qui arrivent, qui sortent par paire comme ça parce que c'est des émissions stimulées. Donc il faut d'abord trouver un moyen de faire une inversion de population, c'est-à-dire de faire passer tous les atomes dans un niveau d'état excité qui correspond à celui qui m'intéresse. Donc en apportant l'énergie qui permet aux atomes de passer au niveau du fondamental au niveau 3. La matière va se désexciter et passer ensuite au niveau 2, très rapidement, parce que la durée de vie du niveau 3 au niveau 2, elle est très courte. Et là, ça va s'accumuler. Donc, je passe par le niveau 3 et ça se désexcite au niveau 2. Et comme cette durée de vie est plus courte que toutes les autres transitions, bah, ça va s'accumuler là-haut. C'est le pompage optique. La transition du niveau 2 au niveau 1 peut alors se faire par émission stimulée ou spontanée. C'est-à-dire que là, je vais avoir des atomes qui se désexcitent, ils vont émettre des photons. Ces photons-là, comme ils ont pile cette différence d'énergie-là, s'ils tombent sur un autre atome excité, bah, ils vont provoquer une émission stimulée. Maintenant, j'ai pas encore un laser qui part dans une seule direction, parce que les émissions stimulées, comme l'émission spontanée se fait dans n'importe quelle direction, bah, les clones que je vais obtenir, bah, ils vont être un coup à droite, un coup vers le haut, un coup vers la gauche, un coup vers le bas, etc. Bah, l'astuce, c'est d'utiliser maintenant dans la cavité des miroirs. Donc les atomes émettant des photons par émission stimulée constituent ce qu'on appelle le milieu actif. Je vous montre je vous reprends l'animation de tout à l'heure. Il suffit de placer des miroirs ici, à droite et à gauche. Et ces miroirs, si les photons qui sont émis de façon stimulée, ils sont bien à l'horizontale, bah, ils vont rebondir à l'horizontale. Ils vont toujours rester dans le même axe. Donc si j'active des miroirs ici, vous allez voir que les photons qui sont stimulés, ils vont s'accumuler puisqu'ils vont tous avoir la même direction. En rebondissant, ils vont stimuler d'autres. Et je vais avoir le laser qui se charge, qui se charge, qui se charge, qui se charge, jusqu'à péter s'il y a une surchauffe. Parce qu'à force, j'accumule des photons, et si ça surchauffe, ça éclate. Donc ça, c'est ce qu'on appelle l'amplification grâce au miroir. Donc je le relance le truc, réinitialiser. Grâce au miroir, j'ai des photons qui vont être dans le bon axe, qui vont pouvoir se dupliquer à répétition. Dès que j'en ai qui sont dans le bon axe, ils vont pouvoir ensuite se reproduire en forme d'émission stimulée. Et donc là, j'ai de l'accumulation de lumière. Il suffit pour obtenir un laser qui a un des miroirs qui soit semi-réfléchissant. Donc quand je prends un des miroirs qui est semi-réfléchissant, ça veut dire qu'il faut trouver l'équilibre. Il peut libérer une partie de ces photons, puisqu'il y en a une partie qui rebondit, une partie qui traverse. Et dans ce cas-là, de ce côté-là, je vais avoir un laser, parce que je vais avoir des photons qui sont tous clones les uns des autres. Ils ont tous la même direction et le même sens. Et tout ça localisé dans une petite région de l'espace. C'est ce qu'on appelle l'effet laser. Donc dans le cours, le milieu actif est placé dans une cavité entre deux miroirs disposés face à face. Les photons vont donc effectuer des allers-retours et stimuler d'autres émissions, ce qui permet d'augmenter le nombre de photons par émission stimulée. Et il y a toujours une source extérieure. Sur l'animation, c'était en haut, ici, qui est là-haut, qui permet de continuer à réexciter et à faire l'inversion de population en permanence. Donc je branche mon laser, il y a de l'émission, enfin de la lumière qui va provoquer l'excitation de la matière, et puis ça va se désexciter de façon naturelle.
L'ensemble constitue l'oscillateur laser, ça s'appelle comme ça. Donc symboliquement, vous aviez ce schéma-là. Vous avez le pompage optique, c'est-à-dire les petites lampes bleues là, qui vont exciter la matière, et puis de l'émission stimulée qui va se provoquer dans cette cavité avec des miroirs semi-réfléchissants d'un côté, puis l'autre qui n'est pas semi-réfléchissant. Du coup, ça sort, une partie de la lumière va sortir de ce côté-là, ça va provoquer ce qu'on appelle le laser. Je vais terminer. Est-ce qu'il y a des questions là? Non. J'ai perdu personne là? Non, c'est bon? Oui. Je termine maintenant par les propriétés du laser. Grâce à ce système, le laser, déjà, il est monochromatique. Moi, je rappelle que monochromatique, ça veut dire qu'il n'a qu'une seule fréquence. Tous les photons de cette lumière possèdent la même fréquence et la même longueur d'onde. Donc, c'est une lumière monochromatique, autrement dit, il n'a qu'une seule couleur si c'est de la lumière colorée. Mais on peut faire des lasers ultraviolets ou des lasers infrarouges, ça existe. Une seule longueur d'onde. Ça peut être intéressant pour certaines choses. Là où c'est très intéressant, c'est que c'est hyper directif, puisque tous les photons ont la même, sont tous des clones, donc ils ont la même direction et le même sens, parce qu'ils sortent du même côté du miroir. Du coup, c'est très directif, ce qui fait que quand vous avez un laser dans la main et que vous visez une zone très très loin, vous avez un halo lumineux qui est très très restreint, et la trace du laser sur le mur, elle est toute petite. Mais du coup, les lasers blancs, ils n'existent pas. Les lasers, comment tu dis? Blanc. Alors, un laser blanc, non, ça n'existe pas, parce que ça voudrait dire qu'il faudrait stimuler plein de longueurs d'onde différentes. Donc non, ça n'existe pas. C'est monochromatique, par définition, donc il n'y a qu'une seule lumière, donc ça peut pas. La lumière blanche n'est pas une lumière colorée, c'est un mélange de couleurs. Après, il y a une autre propriété, c'est que cette lumière et tous ces photons sont concentrés dans l'espace et dans le temps aussi. Je m'explique. La puissance du laser, elle peut être concentrée dans l'espace, donc dans une faible région de l'espace. Il suffit pour ça, de toute façon tous les lasers sont comme ça, j'ai une toute petite trace, donc toute la lumière elle est concentrée dans un tout petit rayon de lumière. Mais je peux aussi me débrouiller pour concentrer ça dans le temps, c'est ce qu'on appelle des lasers à impulsion. Il suffit pour ça de charger le laser, de laisser sortir beaucoup de photons d'un seul coup, de le recharger à bloc, de le relaisser sortir beaucoup de photons, etc. C'est ce qu'on appelle un laser à impulsion, ce qui fait qu'on va avoir énormément d'énergie concentrée dans très peu d'espace et dans très peu de temps. Et du coup, mais quel est l'intérêt? L'intérêt, c'est qu'on peut carrément faire fondre la matière grâce à ça. Vous avez des applications. Ah oui. On peut découper du métal grâce à de l'émission de laser à impulsion. On peut faire fondre de la matière. Dans la guerre des étoiles, on peut imaginer que leurs lasers qu'ils utilisent, c'est des lasers à impulsion pour que ça fasse des dégâts pareils, même si c'est une fiction. Okay. C'est une fiction qui était inspirée quand même de faits réels. Un laser, ça peut vraiment détruire de la matière si on concentre son énergie de façon spatiale et temporelle. Donc, maintenant, je termine juste avec les domaines spectrales et transitions quantiques. Ça, c'est autre chose que le laser. On a déjà vu ce genre de choses, c'est pour mémoire les différents domaines dans lesquels on peut classer les rayonnements. Les rayons gamma, ce sont ceux qui ont le plus d'énergie, ensuite rayons X, rayons UV, le visible, l'infrarouge, les micro-ondes. On a déjà vu ça. Maintenant, à quelle transition quantique ça correspond, ça on n'a pas vu. C'est ce type sur cette ligne-là. En fait, pour obtenir de la lumière visible, on le voit ici dans le spectre visible, ce sont les électrons externes de la matière qui sont concernés. Donc les électrons externes des atomes, c'est eux qui changent de niveau d'énergie. Mais pour faire du lien avec tout ce qu'on a vu jusqu'à présent, les spectres infrarouges, on a vu qu'ils étaient liés à l'interaction des liaisons qui pouvait y avoir, donc des vibrations, des liaisons ou des rotations des molécules sur elles-mêmes. Donc on voit ici que
les niveaux d'énergie qui sont mis en jeu pour la lumière infrarouge, c'est l'énergie qui correspond à des vibrations au sein des molécules, c'est les vibrations des liaisons. C'est pour ça que ça nous donne des informations sur les liaisons. Maintenant, on a vu que dans les UV, c'est les électrons externes. Les électrons des doubles liaisons, je ne sais pas si vous vous souvenez, des doubles liaisons comme ça, covalentes, enfin, des systèmes conjugués, ce sont des électrons externes qui sont concernés par les liaisons covalentes. Et donc, c'est pour ça que ça explique aussi le visible et l'UV, puisque c'est ces électrons-là qui sont mis en jeu. Après, les électrons internes, c'est-à-dire ceux qui sont dans les basses couches, les couches internes des atomes, c'est ceux qui vont permettre de faire des rayons X. Ils sont très très énergétiques, ces transitions-là sont très énergétiques. Et enfin, je peux avoir de l'excitation nucléaire aussi, c'est-à-dire que ce sont les noyaux eux-mêmes, avec les protons dedans, qui changent de niveau d'énergie. Et ça concerne les rayons gamma, donc tout ce qui est interaction nucléaire. Et enfin, les micro-ondes, eux, c'est les rotations des molécules sur elles-mêmes. Hein, les molécules, elles peuvent tourner sur elles-mêmes. Une des applications qui est connue, c'est que quand je balance des micro-ondes sur des molécules d'eau, donc en H2O, cette molécule d'eau, les micro-ondes, une certaine longueur d'onde, pas n'importe laquelle, hein, qui est utilisée dans vos fours, va être balancée sur l'eau et ça va faire tourner cette molécule d'eau sur elle-même, donc ça va la faire vibrer. Et de la matière qui vibre, c'est de la matière qui chauffe. C'est pour ça que ça peut vous faire chauffer vos aliments. Mais ça ne marche que avec les molécules, type molécules d'eau, qui ont des liaisons hydrogènes et qui ont des fréquences de vibration qui correspondent pile à la fréquence du micro-ondes utilisé. Et puis les applications, vous les connaissez peut-être. La radioactivité en astronomie, on l'utilise pour connaître des choses sur les astres. La médecine et l'astronomie utilisent les rayons X. Quand vous passez une radio, vous utilisez les propriétés des rayons X. Maintenant, ici, les transitions des électrons externes, ça nous permet de nous éclairer au quotidien. Quand on s'éclaire, qu'on utilise une lampe de poche ou on allume chez nous, on fait intervenir ces interactions entre matière et photons. Maintenant, la spectroscopie UV visible aussi. Enfin, pour l'infrarouge, vous avez les télécommunications. Si vous avez une télécommande chez vous qui allume la télé toute seule, c'est pas par magie, c'est les infrarouges qui en sont responsables. La spectroscopie infrarouge aussi, pour trouver les liaisons, la nature des liaisons qui sont dans les molécules. Ça provient de ces interactions-là. Et enfin, les micro-ondes, je vous en ai parlé, et c'est pas marqué ici, mais il y a le four. Et puis vous avez tout ce qui est communication. Tout ce que vous utilisez comme communication actuellement en confinement, le Wi-Fi, le téléphone portable, le Bluetooth, tous ces trucs-là. Alors le Bluetooth, c'est quand même de ce côté un peu. Ça utilise des grandes ondes. Bon, je vous mettrai. Est-ce que vous avez des questions? Parce que je vais m'arrêter là. J'ai trop parlé. Non, monsieur. Pardon, j'ai pas entendu ta phrase. En fait, je comprends pas parce que nous, on a quatre petites étoiles. Du coup, vous en aviez que 3. 4 petites étoiles, où ça? Dans le 2 propriétés du laser. Alors, vous avez concentration spatiale qui est distincte de la concentration temporelle. Ok. En fait, ok, d'accord, merci. D'accord. Donc, il y a 4 propriétés qu'on peut résumer à 3 si on rassemble la concentration spatiale et temporelle. Ok, merci. Vous savez que les lasers, ils permettent, grâce à leur directivité, de faire des opérations intéressantes des yeux. Vous avez peut-être des gens dans votre famille qui se sont fait opérer de la myopie. On va, grâce à un faisceau qui est hyper précis, un faisceau laser, pouvoir brûler une partie de alors c'est la rétine, non pas la rétine, la cornée, qui est à l'avant de l'œil, pour réduire la taille de l'œil et faire en sorte qu'il n'y ait plus le défaut. Donc c'est vachement intéressant. Dans le domaine de la santé, c'était pas précisé ici, mais le laser peut être utile dans la santé. Bon, je vous mettrai... Pardon ? Même pour la peau, on peut faire des traitements laser. Ouais, on peut traiter des verrues, des trucs comme ça. Il y a plein de trucs en médecine. Des cancers aussi, qui se traitent aussi par laser. Il y a plein de choses.
plein de choses. Et puis on peut découper de la matière avec des lasers. On découpe des morceaux de métaux dans l'industrie. Le laser sert à découper des grosses plaques de métal. Ça marche très très bien, c'est hyper précis. Donc il y aura quelques exos d'application sur les transitions quantiques et puis le laser qui seront à chercher pour... Est-ce que vous voulez qu'on fasse une séance lundi matin? La réponse n'est pas tous en même temps. Alors, il y en a qui répondent sur le chat. Ouais, ok. Donc, à l'heure habituelle, à 10h. À 10h, on fera la correction des exos que je vais vous mettre par mail. Et puis, des exos de la correction, on fera. 10h10, ouais, ça sera. Mais je vais préciser l'heure. Et puis on avancera un peu plus dans le chapitre. Nous, avec les collègues de physique, donc Madame Tess et Monsieur Ruff,